La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio 90. Merci de nous choisir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur e-radio et e-TV. Nous recevons aujourd'hui dans Espace Politique l'ancien ministre des Affaires religieuses, Mamadou Bamba Ndiaye, membre de la mouvance présidentielle. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Antoine. Et Ahmed Ndir, membre du comité directeur du PDS, secrétaire national chargé de l'économie et de la pêche. Bonjour, Ahmed. Bonjour Antoine, bonjour à Michel le ministre et l'ensemble de vos auditeurs et téléspectateurs. Très bien. Tout au long de cette émission, nous allons commenter l'actualité. Votre regard en tant qu'acteur politique est important. Première chose, Monsieur le ministre, après la formation du gouvernement, ce sont les passations de services entre hier, lundi et aujourd'hui, mardi. Toutes les passations se sont faites entre cette période, donc, un signe annonciateur du changement voulu par le président Macky Sall dans la rapidité avec laquelle il faut travailler côté administration, monsieur le ministre. Oui, absolument, Antoine. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, le président de la République avait déjà annoncé les couleurs en parlant de fast track. Il s'agit donc d'une nouvelle démarche qu'il veut impulser à la marche du pays de manière générale. Vous êtes sans ignorer que son premier mandat a été consacré au redressement, le second à la transformation. Qui dit transformation, donc, dit réponse aux attentes des populations. Je crois aussi que les élections ont permis au chef de l'État de décrypter le message que le peuple sénégalais lui a lancé. Le peuple est impatient, le peuple a encore des attentes malgré ce qui a été réalisé. Et il veut, au cours de ce mandat, répondre correctement aux besoins ou aux aspirations de ces populations. C'est pourquoi c'est un gouvernement de résultats qu'il vient de former, il l'a bien dit. Il leur a aussi demandé d'accélérer la cadence, on en avait parlé auparavant. Mais cette fois-ci, je crois que c'est devenu un système général de tout le gouvernement. Ce qui veut dire qu'il va certainement supprimer le poste de Premier ministre pour faire face aux populations, écouter leurs doléances, répondre personnellement à toutes les exigences. Je crois que c'est un courage politique qu'il faut saluer. La suppression du poste de Premier ministre. Bref, c'est tout un ensemble. Je crois qu'il faudra regarder la nouvelle démarche dans son intégralité. C'est un ensemble de mesures que le président de la République a pris pour impulser la marche du pays. Et la suppression du poste de Premier ministre, certainement, en est un volet, parmi tant d'autres. Très bien. Alors, Ahmed Ndir, une nouvelle ère annoncée déjà par Macky Sall. Est-ce que le fait d'aller très vite, justement, dans les passations de services au niveau des ministères est un acte fort, un signal fort? Mais, encore une fois, bonsoir et merci Michel Diouf. Bonsoir. Et par rapport à votre question, que le chef de l'État réussisse à impulser un nouveau mouvement à la marche du pays, c'est tout le mal que nous lui souhaitons. Encore faudrait-il que, à notre avis, qu'il faille faire un peu moins de politique, de petite politique. Qu'est-ce que vous appelez petite politique? C'est un peu une politique de slogan, de ruse, de petites combines. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République a la chance de pouvoir décider par rapport à ses capacités et à ses orientations. Il est un homme politique libre, il entame son dernier mandat, il a été élu. Alors, je pense qu'il doit au peuple de laisser une trace, la trace Macky Sall, une trace Abdoulaye Wade existe dans ce pays en impulsant l'ère des infrastructures. Une trace Léopold Sédar Senghor existe avec la mise en place d'une nation forte
avec le président Abdou Diouf, nous avons pu aussi avoir une administration concrète, organisée, méthodique. Aujourd'hui, il appartient à Macky Sall, au président Macky Sall, de marquer son air. Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement? Qu'est-ce qui doit marquer son air? Sincèrement, vous savez, moi je suis du PDS, c'est pas la peine de le rappeler. Je compte le rester. Mais en toute honnêteté, je pense que le président Macky Sall est un homme capable. Il a montré avec nous ses capacités en tant que Premier ministre. Moi, personnellement, j'avais beaucoup d'estime pour son efficacité et son pragmatisme en tant que Premier ministre. C'est ce que nous n'avons pas pu voir quand il est devenu président de la République. En étant entouré de... Je ne veux pas mal parler, je ne veux pas dire du mal, mais tout le monde se rend compte que ce mandat écoulé a été dès l'entame un mandat de petite politique. Est-ce que... 2 mois après son élection, oui. Le président Macky Sall a entamé sa traque, sa supposée traque des biens mal acquis, qui ne s'est pas terminée jusqu'à la veille de cette élection-ci, avec l'arrestation de M. le maire Khalifa Babacar Sall. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est devenu un homme totalement autonome et libre et qu'il a la possibilité d'impulser. Il ne l'était pas lors de son premier mandat? En toute honnêteté, je ne le pense pas. Et quels étaient les facteurs bloquants pour lui? Vous savez, le président de la République l'a lui-même dit, à mon avis. Il a dit qu'il avait à montrer qu'il n'était pas un président élu par défaut. Cela est un facteur très lourd. Cela veut dire que par tous les moyens, le président, par tous les moyens, je répète bien, le président Macky Sall tenait à être réélu. Alors, est-ce qu'il l'a fait de la plus belle manière? Est-ce qu'il l'a fait en respectant les règles de démocratie et des libertés des individus? Il y a tout un débat là-dessus. Nous pensons ce que nous avons pensé. Et aujourd'hui, à mon avis, l'heure n'est plus à ces querelles de paroisse. L'heure est au travail. Et nous pensons que le président Macky Sall a les capacités d'impulser une nouvelle dynamique dans ce pays. Très bien. Alors, monsieur le ministre Mamadou Bamba Ndiaye, Macky Sall était-il tenu en otage durant son premier mandat, comme le semble suggérer Ahmed Ndir? Non, nullement pas. Je pense que c'était d'abord un premier mandat très difficile. Je l'ai déjà évoqué, c'était un mandat de redressement, ce qui rendait les choses encore beaucoup plus complexes. Il y a ces facteurs et si on fait un peu l'historique du Sénégal, voyons les premiers mandats de tous ses prédécesseurs. Oui. Moi, j'ai eu la chance de vivre l'ère senghorienne, l'ère Diouf, l'ère Wade, pendant laquelle j'étais ministre d'ailleurs, oui. Pour dire que je ne pense pas que parmi ses prédécesseurs, quelqu'un ait pu faire ce qu'il a fait en 7 ans, en un seul mandat. Il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé, les résultats sont probants, ça se voit un peu partout. Je crois que Maître Abdoulaye Wade, comme M. Ndir l'a si bien dit, a effectivement impulsé le développement des infrastructures. Il faut le rappeler aussi là, avec Macky Sall comme Premier ministre, et Macky Sall, en tant que président de la République, est allé beaucoup plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde Dakar, quand on fait le tour du Sénégal d'air, il faut sortir de Dakar pour s'en rendre compte. Moi, je suis du Djolof. Alors, donc, quand on voit ce qu'il a réalisé en un seul mandat, moi, je me suis dit que Macky Sall, la venue de Macky Sall était une chance pour le Sénégal. Parce qu'en vérité, s'il y avait quelqu'un d'autre à sa place
il aurait fallu peut-être attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour pouvoir connaître le dossier et entamer le travail. Ce n'était pas son cas. Parce qu'il était déjà aux affaires, avant d'être opposant, avant de conquérir le pouvoir. Il les a même dirigés. Donc, quand il est venu, il n'a pas perdu du temps. Il est allé directement au but. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous comparez ces résultats par rapport à ses prédécesseurs, vous allez comprendre que le président Macky Sall a véritablement réalisé des performances. Oui, Ahmed Ndir, justement, tout à l'heure, vous n'avez pas sorti le mot otage, mais vous semblez dire qu'il y a une petite prudence lors de son premier mandat. Est-ce que ce n'était pas justement un petit calcul politique et non le fait qu'il soit pris en otage? Non, je ne vais pas utiliser ce mot parce que j'estime... Ce que j'ai dit d'ailleurs. Parce que j'estime que ce ne serait pas correct de ma part de l'utiliser. Mais bon, Antoine, vous savez, on ne peut pas reprocher à un président de la République élu de chercher à avoir un nouveau mandat. Par contre, nous pensons qu'il n'a pas été très élégant dans la manière de chercher le second mandat. Quand le président de la République à la télévision nationale vient dire aux Sénégalais, après que nous ayons connu le code consensuel avec monsieur le juge Kebambaye, dire devant les Sénégalais qu'on lui demande de changer l'organisateur partial des élections, monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye, qu'ils disent Doumakadef. Moi, je pense que ça a été un moment extrêmement fort de la politique sénégalaise l'année dernière. Voilà. Maintenant, bon, moi, je fais partie de ceux qui pensent. Est-ce que le fait qu'Aly Ngouille Ndiaye soit organisateur des élections, je parle de la présidentielle, mais aussi des autres élections, est-ce que cela a été déterminant pour cette élection présidentielle? C'est évident. C'est tout à fait évident. D'ailleurs, le président de la République ne l'aurait pas imposé à organiser les élections si tel n'était pas le cas. De toute façon, nous, au PDS, ce que nous avions dit, nous l'avons respecté. Nous avions dit que nous ne participions pas à des élections organisées par le ministre de l'Intérieur après avoir vécu les élections catastrophiques de juillet 2017, les législatives. Ce qui s'est passé durant cette élection présidentielle n'était qu'une confirmation et une continuité. C'était évident. Est-ce que ce n'était pas une raison, disons, apparente pour le PDS, tout en sachant que la raison réelle de votre non-participation à cette élection présidentielle, c'est le fait que Karim Wade ne soit pas candidat? Mais pas du tout. Et d'autant plus, on peut nous apporter du crédit à ce que nous avons dit, d'autant plus que un mois après la fin de l'organisation des élections législatives, nous avons sorti un livre blanc en disant qu'il fallait avoir une autorité neutre pour organiser les élections et que le fichier devrait être audité. Tout cela n'étant pas fait, le PDS a tout de suite dit que nous ne participions plus à des élections organisées de la sorte. Et nous avons eu raison après ce qui s'est passé. Jamais au Sénégal, on est resté après des élections présidentielles autant de temps sans avoir le courage de déclarer un vainqueur. Jamais. Jamais il n'y a... Et si vous réagissez ainsi, est-ce que vous irez au local d'ailleurs? Naturellement, nous allons au local parce que les locales... C'est le même non, le local... ministre de l'Intérieur qui est là. Oui. Le local, c'est... Les locales plutôt, ce sont d'autres types d'élections. Oui, on est d'accord. Totalement différents. Totalement différents. Voilà. Mais avec le même fichier électoral. Hein. Mais nous espérons quand même qu'aujourd'hui, avec toute la grandeur qui s'y est, ça, nous le pensons sincèrement, que le président de la République va apaiser les choses et va faire de sorte que
les soupçons s'amenuisent et s'atténuent. Très bien. Autour de ces élections. Vous suivez Espace Politique qui reçoit Ahmed Ndir du Parti démocratique sénégalais et l'ancien ministre des Affaires religieuses, Mamadou Bamandiaye de la mouvance présidentielle. Alors, monsieur le ministre, hier, le président de la République a reparlé du dialogue politique. Il a demandé même à son ministre de l'Intérieur de prendre langue avec les acteurs politiques, la société civile, pour définir de commun accord le cahier de charges et les termes de référence de la journée nationale du dialogue du 28 mai prochain. Que dites-vous du dialogue justement et tel que voulu par le président de la République? Eh bien, je salue d'abord l'initiative. Je l'ai déjà dit et répété. Je pense que le Sénégal et les Sénégalais ont toujours besoin de dialoguer entre eux. Bon, on parle souvent, vous voyez, on oublie souvent le passé. On parle souvent du code consensuel de 93, mais on semble oublier que c'est en cette même année qu'il y a eu des élections où les Sénégalais sont restés presque pendant une semaine sans avoir de résultats. Pire, tout à fait. Le président du Conseil constitutionnel a été abattu en pleine rue de Dakar. Le juge Maître Sey. Bon, donc, ne parlons pas trop de notre passé. Nous évoluons, nous avançons, c'est tant mieux. Je pense que le chef de l'État a déjà souvent parlé de dialogue, mais cette fois-ci, vous l'avez rappelé vous-même, il met chaque fois l'accent sur l'importance du dialogue. Et hier, comme vous le dites si bien, il a aussi rappelé toute l'importance qu'il attache à ce dialogue et même a donné des instructions très fermes pour que ce dialogue soit initié. Moi, je crois qu'effectivement, en Afrique, de manière générale, nous avons plutôt besoin d'une opposition qui sait dialoguer et négocier plus qu'une opposition qui fait autre chose. Ce n'est pas le cas de notre opposition. C'est vrai que l'actuelle opposition, non. Parce qu'en vérité, moi, je l'ai toujours dit, j'ai vécu dans cette opposition, je l'ai quittée en disant la même chose, en faisant la même critique. Depuis que Maître Abdoulaye Wade est parti, l'opposition qu'on avait était une opposition qui n'était pas mûre, qui ne savait pas où est-ce qu'elle allait, et tout l'a montré. Je crois que leur attitude, les hésitations, tout a montré que c'était des gens qui ne savaient pas où aller. Donc ça, je le comprenais. Parce que le Sénégal vivait aussi une nouvelle configuration politique. Nous avons traversé une phase de transition politique parce que, ça aussi je le rappelais très souvent, l'élection précédente, c'est-à-dire la présidentielle précédente, je veux parler de celle de 2012, parmi les 14 candidats qui avaient participé, il n'y a que 2 qui ont participé dans cette élection. À part ces 2-là, tous les autres étaient de nouveau. Même si on remonte à la loi à la liste des 27 avant le parrainage, presque vous ne dépassez pas 3 qui avaient participé à une élection. Tout le reste était des bleus. Alors, ils l'ont démontré par leur attitude. Maître Wade, on l'a vu. Je crois que quoi que l'on dise, il y a quand même une évolution démocratique au Sénégal. Je peux même remonter avant 90, mais chaque fois, Maître Abdoulaye Wade acceptait de dialoguer avec son adversaire, quelles que soient les conditions. On le mettait en prison, il sortait de prison pour venir dialoguer. Moi, je pense que si vous avez des questions politiques, il n'y a que le dialogue qui puisse les régler en politique. Il n'y a que 2 solutions. Les élections et le dialogue. Sinon, si vous utilisez les armes, on n'est plus en démocratie. C'est pour éviter ces violences, c'est pour éviter ces méthodes de règlement de problèmes que nous avons érigé la démocratie. Nous y avons tous adhéré. Donc, on ne peut pas ne pas accepter le dialogue. Regardez la position de l'opposition. Depuis, moi je suis bien placé pour le dire. Parce que quand j'étais dans Manko, nous avions des problèmes. On revendiquait, et ils m'entendent actuellement. Je leur avais dit, étant membre de l'opposition, mais écoutez, on ne peut pas avoir ces problèmes. À l'époque, on préparait le référendum. Je dis, nous ne pouvons pas avoir autant de points et ne pas s'asseoir avec le président Macky Sall. Parce que tous ces points, il n'y a que lui et nous. S'asseoir avec lui, discuter avec lui, lui dire voilà ce que l'on veut. Maintenant, on va tirer effectivement les leçons de ce dialogue. Je crois qu'on avait fini par le faire parce qu'on avait accepté de le rencontrer. Et quand on l'a rencontré, ça a permis de décanter la situation. C'est à ce moment que la date
du référendum a été fixée. Beaucoup de mesures, 5 je me rappelle, ont été prises séance tenante. Donc, ce dialogue-là a produit quelque chose. Je pense que c'est une erreur grave de la part d'une opposition de refuser de dialoguer comme la nôtre l'a fait depuis presque le début du mandat du président Macky Sall jusqu'à nos jours. Oui, le président a quand même utilisé un mot important, disons, définir de commun accord, je vais même dire des mots importants, définir de commun accord le cahier de charges et de termes de référence avec les acteurs politiques et de la société civile. Oui, est-ce qu'avec ça, vous espérez que cette fois-ci, l'opposition qui était radicale, qui ne voulait pas aller au dialogue ou qui a refusé la main tendue du président de la République, va cette fois-ci l'accepter? Oui, j'ai beaucoup d'espoir parce que cette fois-ci, je pense que le PDS, quand même, qui est un grand parti, dirigé aussi par un homme d'expérience, va certainement participer et ça va faciliter le dialogue. Mais avec les autres, ça allait être très difficile. Mais moi, je disais qu'il fallait être patient avec eux, puisqu'ils apprennent. Il faut aussi être patient avec les apprenants. Il faut leur laisser du temps avec les erreurs qu'ils vont répéter plusieurs fois, mais je crois qu'ils finiront par retrouver le chemin. Vous l'avez dit, quand le président de la République invite tout le monde à définir même les cahiers de charges, mais on ne peut pas aller trop loin. Or, quand il a lancé le mot dialogue, l'appel au dialogue, certains disaient, est-ce que c'est sincère? Est-ce que, vous savez, des qualificatifs comme ça, on ne peut pas aller au dialogue en regardant Antoine pour dire, est-ce que, monsieur Antoine, vous êtes sincère? Ça, personne ne peut le quantifier. On ne peut pas quantifier la sincérité. Il faut aller au dialogue pour mesurer et prendre le peuple à témoin. Mais est-ce que cela ne dénote pas d'une certaine crise de confiance entre acteurs politiques? Oui, mais cette crise de confiance... Quand certains de l'opposition disent que est-ce que ce dialogue est sincère? Est-ce que cet appel au dialogue est sincère? Ils n'ont pas voulu dialoguer. Ils n'ont jamais dialogué. Ils n'ont pas voulu le faire. Chaque fois, ils disaient, nous boycottons. Et après, et ce qui est contradictoire, ils avaient boycotté l'appel à la concertation pour reparler du fichier, pour reparler même des modalités électorales, de manière générale. Ils ont boycotté. Et maintenant, pour le parrainage, ils ont dit niet. Et quand il a fallu aller chercher des signatures, ils sont allés, ils se sont précipités. Vous estimez que c'est contradictoire, paradoxal? Mais c'est trop contradictoire. Vous-même, vous allez vous en rendre compte. Et quand ils ont fini, on a dépouillé. Certains ont été éliminés. Ils ont dit c'est pas sérieux. On sera tous candidats. Mais après eux-mêmes, ils ont tenu compte des résultats du parrainage pour se réorganiser. Cette élection qu'ils sont en train de dénoncer, ça leur permet aujourd'hui de se retrouver entre 4 ou 5. Mais pourquoi on prend les 5 seulement? Il n'y a pas que 5 opposants. C'est parce que les 5, ce sont ceux qui avaient participé à la dernière élection. Et souvent dans les élections, vous voyez Idriss Seck qui presque joue au patron parce que selon les résultats, il est sorti premier. Donc vous analysez leur comportement du début à la fin. C'est bourré de contradictions. Mais moi je les comprends. Je me dis que il faut les comprendre et leur pardonner ça. Très bien. Bon, par contre, ce dialogue-là avec des partis comme le PDS, qui va certainement jouer un rôle de locomotive pour l'opposition, oui, je pense que là, on peut aller vers un dialogue véritable. Ahmed Ndir, le dialogue politique, le président a encore parlé de la chose hier en parlant de définir, je le disais tout à l'heure, de commun accord le cahier de charges et les termes de référence de la journée nationale du dialogue du 28 mai prochain. Alors, le PDS, je vais même dire un des responsables du PDS, a parlé de conditions que votre parti poserait avant d'aller à ce dialogue. Oui, vous dites la même chose que Maître El Hadj Amadou Sall pour ne pas le nommer? Non, attendez, vous me mettez mal à l'aise quand vous posez la question ainsi. Alors, parce que en vérité, moi je fais partie de la cellule de communication de mon parti et c'est Maître Amadou Sall qui en est le patron. Il est le président de la cellule de communication de notre parti. Donc, quand il parle, c'est l'autorité en matière de communication du parti qui parle. Par contre, j'aimerais bien souligner juste une chose. Quand il y a eu l'interview
de notre président de la cellule de communication, le président ne s'était pas encore exprimé en disant qu'il est prêt à ce que les termes de référence soient définis de commun accord. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Oui. Alors, voilà, nous tous... Une nouvelle donne. Voilà. Essentiel. Parce que nous, dès l'abord, nous avons dit, comme le ministre l'a rappelé, Abdoulaye Wade est un homme et est une personnalité foncièrement démocrate. Jamais le président Abdoulaye Wade n'a refusé de dialoguer pour l'intérêt du pays. Nous nous réclamons de lui et nous disons que nous sommes ouverts au dialogue. D'ailleurs, nous pouvons rappeler que nous avons participé à la première journée du dialogue national. Tout à fait. Le 28 mai 2016. Et que nous n'avions posé aucune condition. Donc, on ne peut pas nous dire, nous, que nous n'avons pas été pour le dialogue. Maintenant, ce qu'il y a, bon, il faut, aujourd'hui, je pense qu'il faut que les uns et les autres, autant de notre bord que de l'autre, que nous évitions les petites querelles. Mais il faut dire qu'il y a un moment où il n'y avait pas de tentative de chercher à dialoguer, mais à ruser. Voilà ce qui explique ce que vous dites, ce que vous disiez tantôt, oui, qu'il y avait un déficit de confiance. Et ce déficit de confiance aujourd'hui, à mon avis, sincèrement, je pense qu'il est largement comblé quand le président de la République, il faut le féliciter sur ce qu'il vient de dire, quand il dit qu'il est prêt à ce que l'ensemble des cahiers de charges et les termes de référence soient définis d'un commun accord. Je pense qu'il est totalement à féliciter. Il n'y a plus de raison que l'opposition rejette la main tendue du président. Non, nous, de toute façon, au PDS, nous ne rejetterons pas la main tendue du président de la République parce que, en vérité, ce pays-là, l'autorité suprême, il s'appelle Macky Sall. D'accord? Si nous voulons bâtir... Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compétitivité. Des élections se sont tenues. C'est terminé. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec d'autres nations, entourés. Nous avons tous des défis à relever et des choses à réaliser et rapidement dans ce pays. Je pense qu'il était une heure où nous devions nous battre. Aujourd'hui, il est l'heure que l'on se concerte et qu'on regarde comment allons-nous faire pour que notre pays aille de l'avant. Et pour cela, je pense que M. le ministre Bamba a tout à fait raison en disant on ne peut pas ne pas accepter de dialoguer. Très bien. Alors, Monsieur le ministre Bamba Ndiaye, le dialogue peut-il aboutir, comme le disent certains, jusqu'à la mise en place d'un gouvernement dans lequel on verra des membres du PDS, des autres partis de l'opposition, même les plus radicaux? Est-ce qu'on peut arriver à cela? Monsieur Diouf, si vous voulez que je joue à la Selbendum, d'homme, ça va être très difficile. Oui. Moi, pour un dialogue qui n'est pas encore entamé, il m'est difficile d'en déduire les résultats. Par contre, moi je pense que, compte tenu de l'ouverture du chef de l'État, de sa sincérité et de sa volonté de travailler le Sénégal, de sa volonté aussi d'appeler à un dialogue inclusif, je crois qu'il est prêt, je crois qu'il est prêt à aller très loin. Maintenant, dans un dialogue... Aller très loin, c'est-à-dire... Non, je ne sais pas, là où mènera le dialogue. Oui, j'ai posé la question parce qu'on a quand même vu certains de ces opposants radicaux qui l'ont rejoint avant l'élection présidentielle. Je pense très sincèrement que le président n'a pas ces problèmes. Lui, il sait qu'il est le président. Monsieur Ndir l'a rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, il est le président de tous les Sénégalais. Et je crois qu'on ne peut pas faire le Sénégal avec une partie des Sénégalais sans les autres. C'est impossible. Oui. Donc, même ceux de l'opposition, ils font partie du Sénégal. Et le président doit effectivement
travailler avec tout le monde parce que lui, c'est le Sénégal qu'il veut transformer. Et il sait qu'il n'y a pas que la mouvance présidentielle qui puisse transformer le Sénégal. Ça serait une illusion. Donc il faut, s'il appelle à un dialogue, c'est parce qu'il veut que tous les Sénégalais contribuent à l'effort national. Au fait, il appelle vers un sursaut national. Qu'on dépasse les petites querelles, comme il l'a dit tout à l'heure, et c'est tout à fait normal, pour aller vers l'essentiel. Nous avons devant nous des défis importants. Nous avons devant nous à exploiter très prochainement notre gaz, notre pétrole. C'est également un autre grand défi, sans parler des autres. Donc, pour résoudre tous ces problèmes-là, nous avons besoin d'avoir une classe politique clairvoyante. De stabilité politique. Ben oui, de stabilité politique. Ça, on en a toujours besoin. Sans la stabilité, il n'y a pas de paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Ce triptyque est totalement clair. Donc, le président l'a compris. Il invite les Sénégalais à dialoguer. Moi, je crois que si tout le monde répond à son appel, le Sénégal s'en sortirait vraiment grandi. Et comme le disait le président du Conseil constitutionnel lors de la cérémonie d'investiture du président Macky Sall, la paix est pour les États ce que la santé est pour les hommes. Absolument. Très bien. Mais alors, Ahmed Ndir, sur l'objectif de ce dialogue national, selon vous, ça doit être quoi? Mais les intérêts du pays. Les intérêts. Ce pays-là a eu des acquis démocratiques, des acquis pour les libertés individuelles essentielles qu'il faille préserver. Avouons-le, depuis un moment quand même, nous avons eu quelques couacs. Et nous pensons qu'il est urgent aujourd'hui que nos acquis, parce qu'en vérité, le Sénégal, la force que nous avons même, c'est la maturité de notre peuple, de nous-mêmes. Oui. Les Sénégalais, bon, peut-être c'est un peu mal placé de le dire en tant que Sénégalais, mais nous sommes un peuple mûr, un grand peuple. Et ces acquis sur lesquels nous avons bâti notre nation doivent être préservés. Cela est essentiel. Mais nous avons d'autres défis, des défis économiques. Je vous donne un exemple très banal que je maîtrise peut-être un peu mieux. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à Abidjan et à côté de nos voisins sur la pêche et l'économie maritime. D'accord? Si nous ne stabilisons pas notre pays et que nous allions un peu vite, nous risquons d'être dépassés sur les domaines portuaires par des pays qui ont toujours envié au Sénégal. Et c'est dans tous les domaines. Monsieur le ministre l'a dit tantôt, et il a parfaitement raison. Moi, c'est pour cela que je pense aujourd'hui qu'il est essentiel que pour le bien et la stabilité de notre nation, que nous soyons beaucoup plus responsables. Il sera inadmissible, après toutes les ressources dont Monseigneur nous a dotés, que nous, politiciens, nous nous mettons à faire de petites guerres et de petites querelles et de ne pas faire profiter à notre nation tous ces biens dont nous disposons. Il faudrait que nous soyons beaucoup plus responsables, que nous pensions moins à nous-mêmes, que nous pensons un peu plus au peuple et à la nation tout entière. Et pour cela, nous devons être beaucoup plus mûrs, beaucoup plus responsables et beaucoup plus généreux. Oui, particulièrement, est-ce qu'il y a un point qui vous préoccuperait et que vous souhaiteriez qu'il soit débattu lors de ces discussions ou lors de ce dialogue? Je vais vous faire un aveu. Moi, c'est difficile pour un homme politique de parler comme ça, mais je vais d'abord mettre une couche. Je suis du PDS. Et je compte rester du PDS. Mais quand le président de la République dit que nous devrions avoir un sens un peu plus élevé dans la discipline et dans la formation et l'éducation de nos jeunes, moi, personnellement, c'est une des raisons essentielles pour lesquelles je fais de la politique. Et je pense que le président de la République, s'il a ajouté un peu plus comme il l'a fait, il faut le féliciter.
quand il dit qu'il est prêt à ce que les termes de référence et les cahiers de sages soient définis d'un commun accord. Le seul grain, à mon avis, mais bon, il n'en manquera pas, parce que je pense que supprimer le poste de Premier ministre n'est pas quelque chose de banal dans un État. Moi, avec tout ce que ça implique. Franchement, je pense que... Vous êtes contre? Non, ce n'est pas que je sois contre ou non. Cela n'est pas très important. Mais je pense quand même qu'il serait beaucoup plus judicieux d'en parler avec les autres partis, les autres Sénégalais, dont nous sommes une frange. Comme le dit d'ailleurs le juge Ibrahim Hamidou Dème sur cette antenne, dans le cadre de l'émission Le Jury du Dimanche. Il parle de reporter ce projet de réforme et d'organiser des concertations avec tous les acteurs. Et cela ne ferait que grandir encore davantage, élever encore un peu plus le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut plus dire que, bon... Et pour vous, c'est pas trop tard? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, peut-être qu'à la limite même, dans l'opposition, certains pensent comme lui. Et puis, encore une fois, mais le patron, c'est lui. C'est lui le patron. Oui. Voilà, mais mettre un peu de belle forme et encore une fois, dialoguer pour que nous ne soyons pas dépassés sur le plan économique avec tous les enjeux qu'il y a autour de nous. On est dans un monde pragmatique et de vitesse. Dialoguer pour faire profiter à notre pays de l'ensemble des richesses dont nous disposons et qui sont des richesses vraiment qui ont besoin de maturité et de stabilité pour que l'on puisse, à bon escient, en faire profiter notre pays. Très bien. Je rappelle que vous suivez Espace Politique qui reçoit Ahmed Ndir du PDS et le ministre Mamadou Bamba Ndiaye de la mouvance présidentielle. Monsieur le ministre, j'aimerais bien entendre votre opinion sur ce que a été dit et reporter ce projet de réforme sur la suppression du poste de Premier ministre et organiser des concertations. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. Le président de la République a été élu par la majorité des Sénégalais pour un mandat de 5 ans. Oui. Là, c'est sa responsabilité personnelle qui est engagée. Parce que c'est lui qui est allé présenter un programme devant les Sénégalais. Il n'était pas le seul, ils étaient 5 après le parrainage à présenter des programmes. Les Sénégalais ont validé son programme. Il a un mandat de 5 ans. Il y a des réformes qui ne peuvent pas attendre. Tout de suite, il doit attaquer le travail. Vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les ministres sont en train de faire les passations de services. Oui. Et certains ont même démarré le travail puisque nous vivons l'ère du fast-track. Donc, le poste de Premier ministre, il faut revenir à notre Constitution. C'est toujours, le Premier ministre n'est pas élu chez nous. Il est nommé et dégommé par le président de la République. C'est en quelque sorte un collaborateur du président de la République, pour ne pas dire un auxiliaire du président de la République. S'il lui sent que dans cette mission qu'il vient d'acquérir après l'élection présidentielle, il lui faut faire face au peuple sénégalais, leur parler directement, puisque après tout, c'est lui qui a été élu, là, il prend ses responsabilités, il le fait. Ça n'a rien à voir avec le dialogue, ça n'empêchera pas... On n'a pas besoin de concertation sur la réforme consistant à supprimer le poste de Premier ministre. Je ne pense pas. Cette réforme n'est pas une réforme qui met en cause la Constitution. C'est tout simplement la suppression d'un poste qui a été, il n'en est pas le premier d'ailleurs à le faire. Souvent, ses prédécesseurs, confrontés à certains programmes d'urgence, ont été amenés à supprimer ce poste de Premier ministre. Encore une fois, le Premier ministre chez nous, c'est un auxiliaire du président de la République. C'est lui qui le nomme. Il peut le changer 1000 fois. S'il se mettait à changer de Premier ministre chaque année, on ne dira rien. D'autres ont presque fait ça. Donc, l'essentiel pour moi, c'est qu'il respecte le mandat. Maintenant, s'il devait toucher aux fondamentaux de la Constitution, il ne le fera jamais. Je crois que là, il va falloir effectivement revenir à l'opposition. Il y a aussi d'autres questions d'importance qui sont devant nous, sur lesquelles
il y a nécessité, effectivement, d'entendre la voix des autres. Ce sont ces questions-là qui seront mises sur la table et peut-être même ceux qui le jugeront utile. Parce que là, quand il dit qu'on va définir le cahier de charges ensemble, peut-être certains diront, moi j'aurais souhaité qu'on reparle du poste de Premier ministre. Encore une fois, je pense pas que les gens aient assez de temps pour vraiment s'attarder sur ça. Je crois qu'il y a l'essentiel qui est le projet va passer à l'Assemblée avant le 28 mai. Bon. Absolument. Moi, je pense que ça ne changera rien. Sauf que le président, en le faisant, a pris des risques. Mais moi, ce à quoi je m'attendais, que les gens disent que mais le président, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce qu'il prend des risques. Il n'a plus de fusible, ce que certains cherchent. Le Premier ministre sert à ça. Il fait face au peuple. Et ça aussi, si vous remarquez, la dernière décennie, souvent, même des syndicalistes, j'ai même entendu des élèves qui étaient en grève de Ziguinchor. Ils font une marche, ils disent, nous ne voulons être reçus que par le président de la République. Donc, en quelque sorte, le Premier ministre est contre des Sénégalais, c'est de faire face avec celui qu'ils ont élu. Et le président a dit, ok, on y va. Moi, pour les 5 ans, je vais faire face aux Sénégalais et sans fusible. Et j'espère qu'il aura le temps de faire face aux Sénégalais. Ah, mais absolument. D'être en contact avec les Sénégalais. Il est là pour ça. On ne l'a pas obligé à demander ce mandat. C'est après réflexion qu'il a décidé lui-même d'aller demander un mandat au peuple sénégalais. Il a parcouru le Sénégal pour les convaincre de lui donner un mandat. Ils l'ont fait. Donc, je crois que sa responsabilité est entièrement engagée. Très bien. Ahmed Ndir, avantages et inconvénients de la suppression du poste de Premier ministre? Mais j'aimerais pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que j'estime que il appartient au président de la République de juger. Si sur le plan constitutionnel, la loi lui autorise de le faire, aujourd'hui, il appartient au président de la République de prendre pleinement la mesure de l'acte qu'il pose. Toutefois, je pense quand même, parce qu'il existe beaucoup de pays où il n'y a pas de Premier ministre, et que les choses marchent comme cela devrait être. Maintenant, je pense quand même qu'il n'est pas très joli qu'on constate qu'un Premier ministre a été là et qu'on a l'impression de retourner il y a 20 ans derrière nous. C'est la seule chose qui me gêne dans cela, mais le reste, bon, j'aimerais pas trop répondre parce que je pense qu'il appartient au président de la République d'apprécier réellement. Alors, nous allons parler de toute autre chose. Il y a des contestations, Monsieur le ministre, après la formation du gouvernement. Le président Macky Sall a expliqué à ses partisans que la formation du gouvernement était difficile et même douloureuse. Quel est votre commentaire sur tout cela, toutes ces contestations, surtout au sein de sa propre formation? Ben, c'est normal et ça ne date pas d'aujourd'hui, Antoine. Moi, j'ai dit que depuis Senghor, chaque fois qu'il y a formation d'un gouvernement, d'ailleurs, nous, Sénégalais, nous nous caractérisons comme ça. Nous disons que chacun de nous est entraîneur, mais chacun de nous est presque président. Oui, on a quand même vu des souteneurs d'un leader politique descendre dans la rue, contester, mais les leaders en tant que tels qui se mettent ça aussi, il faut au-devant et qui mettent à critiquer. Oui. Nous vivons un temps... Lui-même, il ne l'a pas bien apprécié. Vous l'avancez, bien sûr. Oui. Moi, personnellement, je ne l'apprécie pas. Mais je comprends aussi ceux qui le font. Parce que nous sommes dans un monde où l'avancée démocratique est telle que certains ne prennent pas la mesure de savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. Bon, c'est des débordements qui peuvent avoir lieu, c'est humain. Même si c'est condamnable, c'est humain. Et je crois que le président a pris le temps de leur parler clairement et d'assumer ses responsabilités. Et les gens ont compris. Je crois que ceux qui le disaient, vous savez, nous sommes tous des Sénégalais. Les Sénégalais ont cette maladie de croire que chacun doit être dans un gouvernement. Ça, ce n'est pas seulement les gens qui protestent, mais
partez de vos parents. Peut-être ce sont eux-mêmes qui vous poussent à le croire. Je dis qu'au Sénégal, si vous n'avez pas la tête sur les épaules, vous risquez de faire ce que vous ne voudriez jamais faire. Parce que les gens vous diront, mais est-ce que le président vous a nommé? Pourquoi pas vous? Vous êtes un compagnon de la première heure. Mais oui, alors que ce n'est pas ça. C'est comme une équipe. Je crois que tout le monde ne joue pas dans l'équipe du Sénégal. Pourtant, prochainement au Caire, nous serons tous braqués sur ce que fera notre équipe. Tous derrière eux. Nous allons tous applaudir s'ils gagnent et nous le souhaitons vivement. Donc c'est ça aussi un gouvernement. C'est une petite équipe parmi 15 millions de personnes. On ne peut pas prendre tout le monde. Le président est allé très loin cette fois-ci. Et il a été courageux aussi en le faisant. Il est revenu sur un principe qui était très important jadis, qui a contribué, qui a permis à Senghor de bâtir cette nation que l'on vante tant. C'est de prendre compte des équilibres régionaux. J'ai entendu certains le critiquer, mais je pense qu'ils n'ont rien compris. Ça, c'est extrêmement important. C'est comme une constitution non écrite. On l'écrit nulle part, mais il faut en tenir compte. Moi, je pense que quand une région tout entière ne se retrouve pas, n'a aucun représentant dans un gouvernement, ça peut faire mal. Même un individu, mais tenez-vous bien, un individu qui n'a pas été consulté se fâche. Mais que diriez-vous de toute une région? Parce que là, ce n'est pas pour des questions régionalistes ou autres, mais quand même, pour une politique de proximité, on a besoin d'avoir quelqu'un au moins de chaque région pour comprendre ce qui se passe. Quand le Conseil de ministres se réunit chaque semaine sur les problèmes du Sénégal de manière générale, et qu'une région, sans qu'il n'y a aucun ressortissant de cette région dans ce Conseil de ministres, mais ça peut poser problème. Donc ça, cette question, il l'a réglé cette fois-ci. C'est depuis Senghor qu'on voyait ça. Et effectivement, ça nous a permis d'aller doucement, de constituer doucement notre nation. Et il faut continuer comme ça. Je pense que c'est une excellente chose. Moi, je préfère ça que de satisfaire ses propres partisans qui veulent être, et même s'ils le faisaient, tous les membres de l'APR. Je prends seulement l'APR sans parler des autres. Ils ne peuvent pas être dans un gouvernement. Donc ça, c'était impossible. Il ne faut pas que quelqu'un puisse croire que moi, je dois faire partie de ce gouvernement. C'est comme avec l'équipe nationale. Il faut laisser aux sélectionneurs la liberté de prendre toute sa responsabilité et de désigner ceux qu'ils pensent pouvoir apporter les résultats attendus. C'est là où nous devons l'attendre. Très bien. Oui, Ahmed Ndir, sur cet équilibre régional ou territorial, mais aussi sur ces contestations de responsables à Péris qui ne figurent pas dans le gouvernement, même si c'est une cuisine interne à la PR. Vous avez un mot à dire quand même. Je pense que la politique, encore une fois, il faudrait le rappeler, la politique n'est pas un métier. Et on ne peut pas critiquer un président de la République qui passe de 80 ministres à un peu moins. Voilà. Maintenant, bon, le Sénégal étant ce qu'il est, les choses ne seront pas parfaites d'un coup. Là, le président a mis un peu moins de ministres. Moi, personnellement, je l'attendais sur 25, parce que je pense quand même que le Sénégal peut être valablement administré par 25 ministres. 25 en concentrant davantage. Voilà. En faisant un resserrement. La politique n'est pas un métier. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire aux Sénégalais et en face. Leur dire que être ministre, comme parfois on dit, n'est pas une fin en soi, n'est pas une sinécure. Cela est une charge. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous pensent que quand vous êtes devenu ministre, c'est un mot que liguey. C'est extrêmement grave. On ne peut pas critiquer un président de la République parce qu'il a mis un peu moins de ministres quand même. À la PR, il y a combien de militants? Des milliers. Sur les 32, en tout cas, les alliés n'ont que 4 ministres. Il ne peut pas contenter. Les alliés n'ont que 4 ministres. Les 28 ne peut pas lui faire... ne sont pas des autres partis. Personne ne peut lui faire ses reproches. Personne. Maintenant, si vous avez à choisir sur 20 militants de votre parti,
naturellement, les autres devraient avoir la grandeur de reconnaître quand même que la part du Lion est bien revenue à la paire. Hein. Oui, et par rapport aux équilibres régionaux, pardon. Vous savez, bon, je n'aimerais pas trop parler aussi de cela parce que je suis un Lébou et je suis de Dakar. Bon, voilà, j'estime qu'on ne critique pas un président de la République sur la composition d'un gouvernement et j'estime que les Lébous et Dakar n'est pas bien représenté, mais nous acceptons. Très bien. Alors, pour boucler cette émission Espace Politique, le désencombrement de Dakar, c'est aussi une des actualités fortes de ces 24 heures. Nos villes sont encombrées de façon générale. Il y a beaucoup d'indiscipline. Que dites-vous de cette, disons, détermination de l'État à remettre les choses à l'endroit, monsieur le ministre? J'applaudis de deux mains et comme tout bon Sénégalais, je crois que tous les Sénégalais aspirent à cela. Vous l'avez dit, effectivement, Dakar est encombré. Moi, j'ai vécu pendant 7 ans à Casablanca. À l'époque, il y avait 10 millions d'habitants, presque la population du Sénégal. Mais ce n'était pas aussi sale que ça, ce n'était pas aussi encombré. Quand une voiture tombe en panne sur la route, 30 minutes après, on ne l'enlève pas. Vous n'allez plus retrouver certainement votre véhicule. Alors donc, il y a une discipline à imposer aux Sénégalais. Moi, je pense, je le dis... C'est l'un des grands défis auxquels le président Macky Sall fait face. Ça, c'est un défi, pas seulement pour le président, mais pour nous tous. Oui, mais c'est à lui aussi de donner d'impulser. Il a commencé à en parler, il a pris des mesures et il va continuer, mais il faudrait que tous les Sénégalais l'accompagnent justement dans ce travail immense, parce que c'est une question de rééducation des Sénégalais. Moi, je crois que nous avons, je le dis très souvent, nous avons sauté une étape. Je ne sais pas laquelle, mais nous avons des problèmes réels. Le Sénégalais ne veut pas tellement, tous aiment la propreté, l'hygiène, ainsi de suite, mais nous ne voulons pas faire l'effort qui permet d'être propre. Et il faut des efforts. Changement de mentalité, forcément. Mais je me rappelle, c'est pourquoi je dis qu'il y a des étapes que nous avons sautées. Senghor, moi j'étais jeune, mais j'ai retenu cette phrase de lui. Il avait l'habitude de dire, nous avons besoin de la reconversion des mentalités. Senghor déjà. Le premier président, disait qu'il nous faut une reconversion des mentalités. Ça veut dire que le fléau est très profond. Mais le fléau est culturel. Moi je dis, il faut qu'on ose le dire. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas seulement un problème du président de la République. Il faudrait que tous les Sénégalais décident ensemble de travailler main en main pour régler ce problème. C'est un problème de discipline. Il faudrait qu'on accepte de faire des sacrifices, que chacun accepte de le faire d'abord sur soi-même, puis sur les autres. C'est comme ça, je crois, qu'on arrivera effectivement à avoir un pays aussi propre que d'autres pays. On cite toujours le Rwanda, un exemple en Afrique. Oui, le Rwanda est pourtant sorti d'une guerre fratricide. Tout à fait. 94. Ben oui. Voilà. Alors, donc, nous n'avons pas d'excuses. Mais là, ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça ne demande rien, mais ça demande des efforts et des sacrifices. Très bien. De la part de chaque Sénégalais. Oui, Ahmed Ndir, la volonté de l'État de mettre de l'ordre dans nos villes, comment vous l'appréciez? Ben, je l'ai dit et je l'assume. Je le dis fermement que sur ce point-ci, tous les Sénégalais doivent appuyer le président de la République. Tous, tant que nous sommes. Sans bord, sans parti pris. Franchement. Parce que, en fait, ce qui se passe, M. Diouf, dans notre pays, est intolérable. C'est inacceptable. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression de vivre dans un pays où il y a un bordel généralisé. C'est exactement ce que nous bordel général. Chacun peut faire ce qu'il veut, comme il veut, et quand il veut. Et quand il y a des actions, il n'y a pas de suivi aussi de la part des autorités. Regardez comment on avait désencombré le canal de la Gueule-Tapée. Regardez comment on avait désencombré le cœur de Dakar. Est-ce que vous pensez, M. Diouf, que ce qui se passe dans ce pays est acceptable? Mais c'est inacceptable. Ça montre à quel point nous sommes immatures. Il faut le dire comme ça. Parce que vous ne pouvez pas baigner dans une telle saleté dans nos villes. Avez-vous remarqué, M. Diouf, que dans chaque petite bourgade du Sénégal où vous entrez,
la porte d'entrée, c'est un dépotoir. Dëkk boo dugg seen la seen moom ngay jëkk gis. Oui. Mais c'est inacceptable. C'est intolérable. Je quitte chez moi tout de suite. De Yène à ici, il n'y a que de belles routes. Mais tout le long, c'est occupé par de petites tables, des pneus, des mécaniciens, de la poubelle. Mais c'est intolérable. Et quand vous dégagez ces gens-là, bon, c'est des complaintes. Parfois même, il y a des marabouts qui interviennent. Voilà les facteurs bloquants. Voilà il faut le dire. Il faudrait que tout le monde soutienne le président. Il faudrait que tout le monde le soutienne. Parce que demain, ce sont ceux qui seront dégagés qui vont aller pleurer, insulter et dire du n'importe quoi. Alors, on ne peut pas faire émerger un pays. On ne peut pas faire avancer un pays dans ce bordel-là. Ce n'est pas possible. Très bien, c'est fini pour Espace Politique aujourd'hui. Nous recevions l'ancien ministre des Affaires religieuses Mamadou Bamba Ndiaye, membre de la mouvance présidentielle, et Ahmed Ndir, membre du Parti démocratique sénégalais. C'était un immense plaisir d'être avec vous. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro d'Espace Politique. Merci à toutes et à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.